Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui revient avec vous sur une version confinée. Ah non, attendez, non, pas confinée, mais il y a des murs pourtant. Et qu'est-ce que je vois, des titans. Oh mon dieu, on va parler de l'attaque des titans. Oh mon dieu, je ne suis pas prêt. Non, bien sûr que je suis prêt. On va parler de l'attaque des titans, la 4e saison, donc de l'animé exclusivement. Et pour ce faire, j'ai réuni une brochette de titans originels. J'ai le titan féminin, alias Héloïse. Bah écoute, je suis blonde, je suis grande, j'ai les yeux clairs, ça me fait très plaisir d'être là. Je corresponds totalement. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai pensé au titan féminin pour toi. Et du coup, pareil, il est grand, il est costaud, c'est notre titan cuirassé à nous, c'est Guillaume. Et en plus, je me suis coupé les cheveux récemment, du coup, j'ai limite la tête qu'il faut, tu vois, c'est parfait. Très content d'être avec vous pour parler de SNK. SNK saison 4. Et pour finir, c'est le titan qui nous fait aller de l'avant, surtout sur cette critique. C'est notre titan assaillant à nous, c'est Ariane. Comment ça va, Ariane ? Tu dis ça parce que je fais 1m80. Et que tu fais du Thai boxing, bien sûr, aussi. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on va y aller. On parle donc bien évidemment de la saison 4 de l'animé. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette saison, au revoir, parce qu'on va vraiment spoiler sévère. Et en revanche, nous ne parlerons pas de ce qui se passe après. On va quasiment pas parler de ce qui s'est passé avant. Nous nous concentrons sur la saison 4. On est parti pour la saison 4. Minable, minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Ariane, cette saison 4 commence par une ellipse de 4 ans, donc la chiffre 4, et qu'est-ce qui se passe durant cette ellipse ? Pourquoi il y a une ellipse ? Dis-nous tout. Alors, déjà, on va peut-être commencer par revenir aux bases. On est effectivement dans la 4e saison de l'Attaque des Titans, on est aussi dans la dernière saison de l'Attaque des Titans, parce que tu l'as même pas dit, toi, c'est, allez, 4e... Oui, elle a rien de spécial cette saison, mais elle a un petit truc un peu spécial quand même. En fait, on parle de la première partie de cette dernière saison qui a été diffusée donc entre décembre et là, fin mars, qui a fini il y a 2 semaines. Et on a appris au tout dernier moment qu'une deuxième partie sortirait en 2022, à l'hiver 2022, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et du coup, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une saison qui est un peu particulière, justement parce qu'elle commence par cette ellipse de 4 ans qui nous change un peu le contexte dans lequel on est. Alors, grosse ambiance avancée technologique, tchou-tchou, on a des nouveaux trains, et nouveau contexte géopolitique aussi, parce qu'on a l'occasion de découvrir un peu des nouveaux pays. Parmi ces pays, il y a notamment Mar, qui se trouve de l'autre côté de la mer, et auquel on va beaucoup s'intéresser, puisque c'est là que commence cette dernière saison, et pas du tout sur l'île de Paradis, où se tenait l'action jusque là. Et du coup, Mar, c'est le pays dont nos petits titans Sherry, Rainer et compagnie sont originaires. Et on va avoir l'occasion de découvrir des nouveaux personnages là-bas, des jeunes aspirants titans, notamment Gabi et Falco, qui vont devenir des personnages principaux du cast de cette saison. Ah oui, Gabi et Falco, on peut même dire c'est les héros de cette saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Héloïse ? Est-ce que c'est eux les nouveaux héros ? Alors clairement, et ça va peut-être être controverse, mais pour moi le meilleur personnage clairement de cette saison 4, c'est Gabi. Controverse de ouf. Elle est insupportable, je peux pas la blairer. Gabi, alias la connasse, pardon. Alias la connasse, alors tout le monde sait pourquoi on la déteste, et effectivement j'avais vraiment la rage contre elle, mais par contre d'un point de vue construction de personnage, et surtout d'un point de vue place dans l'animé, pour moi Gabi c'est vraiment le personnage qui change un petit peu la donne. Le parallèle avec Eren est juste évident, hein, les deux sont finalement les mêmes, hein, en termes de motivation, en termes de comportement, donc finalement en fait ce personnage Gabi, il va clairement nous faire poser des questions sur déjà le contexte, sur Mar, sur toute la société. Finalement ça va être une sorte de révélateur, et surtout il va nous permettre de nous questionner sur Eren, sur les réelles motivations de ce personnage. Au début on pensait tous que c'était un simple héros de shonen avec beaucoup de courage, et c'est vrai que plus le temps passe, plus on se rend compte que malheureusement c'est beaucoup plus sombre que ça. Il est passé vraiment du côté Dark Sasuke de la Force, c'est assez terrifiant. Dark Sasuke de la Force. Effectivement, c'est peut-être le terme, mais maintenant je pense qu'on va parler de Dark Eren de la Force. Ce parallèle entre les persos, semble effectivement assez évident, et en même temps il y a pas mal de choses qui les différencient. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ariane ?
Je suis d'accord avec Héloïse, autant j'ai du mal avec le personnage de Gabi, autant c'est vrai que c'est un personnage qui va beaucoup évoluer au fil de la saison, et je suis aussi d'accord avec Héloïse sur le fait qu'il y a clairement des parallèles entre ces gamins qui du coup sont un peu plus jeunes que le cast principal qui a vieilli de 4 ans, et du coup en fait, les enfants qu'ils étaient quelques années avant, et notamment du coup évidemment Gabi et Eren. Après, comme l'a dit Héloïse, ces personnages, bon, ils sont pas là pour rien, ils sont là pour amener des nouvelles choses, mais aussi pour en continuer d'autres, et notamment donc des thématiques du manga, tout ce qui était les enfants soldats qu'on trouvait déjà avec le cast principal, et tout ce qui est un peu lavage de cerveau des enfants, et qui est donc notamment incarné par ce personnage de Gabi. Alors oui, effectivement, cette saison-là, elle mène entre autres l'action principalement du point de vue des mares, et donc dans leur continent, dans leur ville, dans leur vie de tous les jours, et on se rend compte que les héros peut-être qu'on idolâtrait dans la première saison qui habitaient sur Paradis, en fait, ils sont peut-être pas si différents que ça. Toi, Guillaume, tu voulais nous parler un peu du contexte de vie entre les mares et les Eldiens, justement. Ouais, moi j'ai pas forcément de personnages qui m'ont plus marqué que ça, effectivement. Gabi, c'est un personnage intéressant dans le sens où elle fait clairement le parallèle entre justement la vie des personnages qu'on connaissait, et notamment celle de Eren, Misaka, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que par contre, là où c'est intéressant, c'est le contexte dans lequel ces personnages évoluent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même vie et la même façon de voir les choses, forcément, d'un côté comme de l'autre, mais surtout le contexte avec beaucoup plus de technologie, en fait, là où les Eldiens ont plus développé leur propre écosystème. Celui de Mar, il est beaucoup plus contemporain de chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont la technologie, ils ont des trains, ils ont des canons, ils ont des avancées technologiques, notamment des avions, des zeppelins, que forcément du côté des Eldiens c'était pas forcément le cas, ce qui fait qu'on a on a vraiment un parallèle non seulement de géopolitique mais aussi en termes de technologie que je trouve hyper intéressant, et c'est là-dessus en tout cas que ce début de saison a marqué en premier lieu en tout cas. Ah, il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que dans les 3 premières saisons, on était dans un contexte moyenâgeux avec du steampunk, si on peut le dire comme ça, où les personnages, en tout cas, comme tu le dis, vivaient avec peu de technologie. Cette saison-là, elle fait plus penser à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et on peut y voir en plus un parallèle intéressant entre le Japon, qui s'était enfermé pendant les périodes Edo et qui a dû s'ouvrir à l'international et qui avait un retard technologique considérable de par son enfermement. Toi aussi, Ariane, cette confrontation entre les deux peuples, les deux nations et les deux technologies, elle est importante dans cette saison ? Ouais, clairement, bien sûr. Je pense qu'elle va même au-delà de la confrontation de contexte, si tu veux, et de technologie, dans le sens où, pour moi, c'est aussi de la confrontation de points de vue et même de versions de l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même peuple, si tu veux, c'est les Eldiens, mais t'as ceux de Paradis et t'as ceux de Mar, et ils ont pas du tout la même histoire officielle, et ils ont pas du tout le même regard sur cette histoire qui a été réécrite à Mar. En gros, on leur a expliqué que c'était leur faute, et c'était de leur faute en gros, s'ils étaient dans la merde et s'il y avait eu la guerre, etc. On les a foutus dans des ghettos, et on leur a mis des brassards. Alors grosse ambiance ghetto juif, hein, on va pas se mentir. Ouais, on va y arriver là, mais effectivement. mais en fait, ce que montre le personnage de Gabi, par exemple, c'est que ils acceptent ça, ils acceptent qu'ils sont responsables, qu'ils méritent d'être punis. Ils en veulent énormément aux Eldiens de Paradis, alors que de l'autre côté, on a du coup le cast principal pour qui, cette fois, c'est les mecs de Mar qui sont les méchants, c'est eux qui sont venus chez eux et qui ont buté tout le monde, y compris leur maman, et c'est ça, pour moi, un des gros enjeux de cette saison. Et en plus de ça, tu le parlais, il y a le rapport au ghetto, on va y revenir un tout petit peu après, mais en plus de ça, on voit que les Eldiens de Mar, ils portent tous des brassards pour être reconnaissables, avec une espèce de croix un peu bizarre et un brassard rouge. Enfin, les parallèles sont quand même assez nombreux et évidents face à ça, même si l'auteur s'est toujours défendu d'avoir un quelconque regard politique. Je pense qu'il fait un peu la sourde oreille, parce qu'au Japon, on n'aime pas trop qu'un auteur ait des idées.
mais on ne la fait pas aux Européens, ça me semble assez évident. Un autre truc, on parlait de parallèle, mais il y a quand même aussi des diagonales et dans le genre, par exemple, le genre a pris une tangente assez hallucinante parce qu'on est passé quand même d'un gros shonen bourrin avec un peu de gore à un drame slash surtout thriller assez politique et géopolitique. Toi, Héloïse, c'est ce qui t'a aussi beaucoup marqué dans cette saison, en plus du parallèle des deux personnages principaux, enfin Eren et Gabi, c'est vraiment cette différenciation du genre maintenant. Bah clairement, parce que du coup, il y a de cela un mois et quelques, moi je me suis rematé du coup tout l'animé de la saison 1 jusqu'à cette dernière saison, et en fait le parallèle, du moins cette transition, elle est extrêmement flagrante. C'est vrai que la saison 1 est vraiment très codifiée shonen, avec voilà ce héros téméraire, avec ses méchants, avec cette construction de monde, etc. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on change littéralement de genre. On sentait quand même cette transition arriver, je pense, vers saison 3, on voyait qu'il y avait voilà, un gros contexte géopolitique qui se mettait en place, beaucoup de sous-entendus historiques, etc. Mais pour moi, cette saison 4, elle se démarque totalement du reste. L'exemple le plus simple, c'est aussi, entre guillemets, l'absence de combat. Il y a des combats, il y en a certes quand même quelques-uns, mais la plupart du temps dans l'animé, on va être sur du dialogue, sur de la découverte de monde, sur de l'intrigue, sur du thriller. Je trouve ça quand même assez fort, parce que c'est assez rare, que ce soit dans manga, en film, en série, ou peu importe le médium, d'avoir cette transition assez brutale, mais qui pour autant se soit faite, je trouve, de façon assez diluée au fil des épisodes et des saisons. C'est un beau pari, je trouve qu'il est relevé, parce que finalement, le combat me manque un petit peu, mais pas plus que ça. J'aime découvrir un peu l'univers, j'aime découvrir ce thriller, ce drame, et je trouve que c'est vraiment une très belle réussite de ce point de vue-là. Et il faut savoir en plus que ce changement qui a lieu entre le volume 22 et 23 du manga a amené une vraie scission chez les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont arrêté le manga à partir de là en disant que c'était pas la promesse initiale, en fait, que ça faisait 22 volumes qu'on leur avait vendu quelque chose qui n'allait plus être. Et donc, c'est vrai que c'est une aversion qui peut être compréhensible sur le contrat moral qui est passé entre l'auteur et les lecteurs à la base. Toi, Ariane, tu trouves que ce changement, il est intéressant ou au contraire, il est peu efficace ? C'est marrant que tu parles de cette rupture de contrat, Cédric, parce que honnêtement, moi j'ai effectivement lâché le manga à un moment, et justement le moment dont parlait Héloïse, c'est-à-dire le moment qui correspond à la saison 3 de l'animé, où on a commencé à vraiment passer vers des intrigues politiques, c'est le moment où il y a le coup d'état à Paradis, etc. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à accepter cette transition, j'ai lâché le manga, j'y suis revenue en reprenant tout depuis le début, ce qui, je pense, fait du bien à cette œuvre, mais du coup, effectivement, elle a raison, on a une transition assez progressive en termes de genre, avec une saison 3 qui, du coup, était devenue très politique, et là, clairement, la saison 4, c'est effectivement une grosse rupture par rapport à ce qu'on avait avant. De temps en temps, il y a quand même des combats qui viennent relancer l'action, il y a tout cet épisode à Mar où ils vont quand même un peu se taper sur la gueule, et à la fin de la saison, on sent bien que du coup on revient sur du combat, et c'est effectivement ce qui nous attend en deuxième partie de saison, mais c'est vrai que sinon on a beaucoup d'intrigues, de factions internes qui se créent et qui viennent faire leur petit truc dans leur coin, et tout le monde qui est un peu en train de comploter, même entre les pays. Il y a le pays asiatique, là, Izul, qui vient un peu se mêler de tous ces bails-là. Donc clairement, on est dans une saison qui marque un changement important dans l'histoire. Guillaume. Ouais, le paradigme, il est évident. Enfin, le changement de paradigme, du moins, il est évident. Et moi, en vrai, les combats, ils m'ont pas plus manqué que ça, parce que je trouve que là où cette saison est très très forte, c'est qu'elle arrive à diluer des moments d'action très intenses, mais sur des très très courtes, sur des très courts moments. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve un peu. J'aime pas encore faire ce parallèle, mais c'est un peu à la Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il y a des moments tu t'y attends pas. Bon, on a évidemment le moment le plus marquant, en tout cas en ce début de saison, que je vais pas spoiler, mais vous savez tous de quoi je parle. Et en fait, il arrive à un moment hyper soudain où on s'y attend pas. Et en fait, cette saison 4, elle comporte énormément de ces petits éléments, ce qui fait qu'au final, on n'est pas. J'ai pas eu l'impression en fait de me perdre dans un récit que je comprendrais pas tout, et surtout que au bout d'un moment, ça va me saouler. Ce qui fait que j'attendais ces moments qui allaient venir, je savais qu'ils allaient venir, et au final, j'ai pas été déçu parce que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que ces attentes-là, elles ont véritablement donné corps à cette saison 4.
non seulement par un changement de paradigme, mais aussi par un changement de ton, où vraiment, là, on est rentré dans quelque chose de même plus adulte que SNK, les premières saisons pouvaient laisser le penser. On est rentré dans un jeu politique et un jeu de confrontation qui est raisonnablement très intéressant pour le genre qu'il incarne, en fait. Ouais, absolument. Moi je rappelle qu'on peut complètement spoiler, parce que j'ai dit au début de la critique qu'il fallait avoir tout vu de cette saison. Et ouais, mais bon, on va rentrer dans le fond, vous inquiétez pas. Sacha, on pense à toi, tu nous manques. J'ai des patates dans ma cuisine en hommage. Moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, là je vous entends, ça fait une dizaine de minutes que vous parlez peut-être de trahison, de changement de paradigme et de contrat peut-être brisé, pas brisé. Mais est-ce que c'est pas la base de la série, et je reviens même à l'origine même du titre, qui pendant longtemps on a cru que Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans traduit en français, le fameux Attack on Titan, en fait ça peut se traduire par la charge des titans, l'assaut des titans, et finalement à un moment on découvre que en fait, le titre ne signifie pas vraiment ça, mais il signifiait aussi que c'était le nom que porte le titan de Eren, le titan assaillant. Et est-ce que c'est pas en fait une des forces de la série de toujours jouer sur 2 voire 3 niveaux de lecture, et qu'en fait le problème ne vient peut-être pas de l'œuvre qui change, mais de nous qui n'arrivons pas à accepter que depuis le début on voyait quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment voir, ou en tout cas qu'on nous cachait. Je sais pas ce que vous en pensez, Ariane ou Héloïse, Guillaume. Ouais, je suis entièrement d'accord avec cette idée, et surtout, il y a un truc intéressant, c'est que, en fait, la série, elle ne te donne jamais vraiment ce que tu attends. C'est-à-dire que si tu t'attends au début parce que, via le ton très martial et très shonen de l'animé et même du manga, tu vas t'attendre à des confrontations épiques, à ne plus savoir comment faire, et en fait, au final, tu te rends compte que au fur et à mesure, plus la série elle avance, plus la série et l'œuvre de manière générale, elle te donne jamais ce que tu attends. Et en fait, cette saison 4, c'est un peu le pinacle de tout ça. C'est-à-dire que au final, au bout d'un moment, tu t'attends à rien, mais t'es jamais déçu, contrairement à l'adage de Dewey, tu vois. C'est un peu ce que je ressens avec SNK de manière générale, et cette saison 4, elle donne véritablement corps à cette idée, quoi. Du coup, je suis assez d'accord, mais effectivement, je vais revenir sur un des mots que tu as employé, enfin, je crois que c'était ça, Cédric, sur ce mot un peu frustrant, dans le sens où, voilà, le manga ne nous donne jamais vraiment ce qu'on veut, entre guillemets. Moi, ce sentiment-là, je l'ai plus eu, justement, dans cette fameuse transition dont on parlait tout à l'heure, voilà, passer d'un shonen assez classique, avec beaucoup de bastons, à quelque chose de beaucoup plus politique. Moi, cette frustration, je l'ai ressentie à ce moment-là, parce que, en fait, on m'a demandé, d'un épisode à l'autre, de l'attention, beaucoup plus d'attention que je n'en avais besoin avant, c'est-à-dire d'un épisode à l'autre, j'ai dû m'adapter, j'ai dû intégrer énormément de personnages, j'ai dû intégrer des complots, des pays entiers avec des modes de vie différents. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas un reproche, parce que je pense que c'est très personnel, mais en fait, saison 3 et surtout saison 4, je trouve que ça va très vite. Forcément, avec l'ellipse, on nous donne beaucoup de contexte, on nous présente beaucoup de choses. Ça va vraiment, en fait, l'animé va vraiment nous demander énormément d'attention, parce que si on n'est pas attentif, si on fait quelque chose à côté, c'est fini, on sera perdu en fait, tellement il y a d'éléments. Donc je sais pas si c'est une volonté du manga ou pas, ou si c'est juste l'animé qui a été très speed, qui a rushé certains passages, mais effectivement, cette transition-là a été compliquée, et j'ai pu en tout cas ressentir un peu de frustration, entre guillemets, à ce moment-là. Je pense que l'animé a été un peu speed sur certains trucs. Il n'a pas adapté certains passages du manga. Après, le manga est un peu comme ça aussi, donc... Mais disons que pour moi, la saison 4, c'est un peu la conclusion logique quand même de ce qu'on a eu avant. C'est vrai qu'on est passé de ce très shonen où on se tape dessus et voilà, c'est du combat contre les titans, un truc qui est vachement plus politique, etc. Et là, on est sur une saison où, on est à l'aboutissement de ce coup d'état, de ces factions, de ce nouveau contexte géopolitique dont on a parlé tout à l'heure, etc. Et en fait, on a un peu tout qui tombe dans les cases, si tu veux. Enfin, je sais pas trop, il doit y avoir une expression pour dire ça mieux, mais c'est un peu, ça y est, les rouages se sont emboîtés, et ça commence à faire sens, et effectivement c'est beaucoup plus réflexif que les premières saisons, mais peut-être moins que la saison 3 quand même, et surtout on va avoir une deuxième partie de saison qui va être beaucoup plus portée sur l'action, donc...
Oui, ça clairement, on va pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui n'ont pas lu les mangas et qui attendent la suite de l'animé. Un autre truc sur lequel on peut revenir de cette saison, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure avec Ariane, c'est le parallèle avec, entre autres, le peuple juif. Pas que, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont mis en avant. Je vous parlais tout à l'heure, entre autres, des brassards, mais par exemple, il a amené, donc, ils vivent dans des ghettos. Il y a ce concept de brainwashing où il y avait, mais comme par exemple les Noirs pendant la ségrégation, comme les Chinois avec les Japonais pendant la Seconde Guerre, des traîtres parmi les rangs, dans le sens qu'on leur donnait des avantages pour qu'ils se sentent supérieurs et permettre de contrôler la population dont ils faisaient partie. Et le clou final, je trouve, c'est l'idée d'eugénisme qui est amenée par Shig, en fait, qui globalement, allons-y tout de suite, l'idée de Shig, c'est tout simplement de castrer toute la population eldienne pour que ça mette fin à la tyrannie des titans. Et parce qu'en gros, ils pensent qu'ils sont un peuple maudit et qu'il faut, une fois pour toutes en arrêter avec ce massacre et ce cercle de la haine, qui est aussi une idée, et là je pense aussi à Héloïse, qui est présente dans Naruto par exemple, finir le cercle de la haine. Mais toi, Ariane, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'eugénisme ? Que je suis effectivement... je suis contente que tu l'aies amené en fait. Je suis contente que tu l'aies amené parce que j'y pensais il y a un jour ou deux, et effectivement c'est un des gros trucs là de cette saison, parce que comme tu l'as dit, c'est le plan de Zig pour mettre fin à ce cycle de haine comme tu l'as appelé, et c'est effectivement un parallèle avec une idéologie nazie entre autres. Pour l'anecdote historique qui ne servira à personne pour briller en soirée, il faut savoir que les nazis, ils ont fait des expériences sur la stérilisation de masse, notamment dans les camps de concentration d'Auschwitz et Ravensbrück, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement un parallèle important parmi tous ceux qu'on peut faire avec effectivement les ghettos, les brassards, les évocations de totalitarisme de manière générale qui sont très présents dans l'attaque des Titans, avec ce pouvoir militaire, tout ce qui est contrôle de l'information. Tout à l'heure on parlait des différents points de vue des Eldiens, parce qu'ils n'ont pas la même version de l'histoire, parce qu'elle est contrôlée par leur gouvernement tout simplement, ils peuvent pas trop penser par eux-mêmes. Ce qui était déjà le cas de la saison, des premières saisons, vu que le peuple eldien, le peuple dans Paradis, avait déjà la cervelle brainwash pour ne pas savoir ce qui lui était arrivé avant. Oui, absolument, mais là ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est aussi le cas d'une façon différente, mais c'est aussi le cas des Eldiens de Mar, avec donc le personnage de Gabi dont on a déjà parlé, mais même le personnage de Zig, qui était sur le passé duquel on revient un peu dans cette saison, et qui a été déchiré entre les idéologies de ses parents et les idéologies du pouvoir en fait, et elle s'est montrée dans un flashback en particulier qui est assez dramatique, où en fait on voit l'histoire que lui apprend son grand-père, qui est l'histoire officielle, et celle que veut lui apprendre son père, qui est l'histoire officieuse. Oui, officieuse, je veux pas dire la vraie histoire, parce que en fait justement tout n'est jamais vraiment clair de ce point de vue-là, mais du coup on a ces enfants qui sont déchirés entre ces points de vue-là. C'était le cas aussi d'Eren et de ses petits camarades au début de la saison. On sait très bien que après ils ont découvert plein de choses, ils ont découvert qu'en fait tout ce qu'ils pensaient savoir n'était pas vrai, tout ce qu'ils ont cru en grandissant, c'était pas ça du tout, et qu'en fait on leur a lavé le cerveau artificiellement depuis toujours. On en revient toujours à cette question de double réalité et de jamais trop se fier à ce que la série nous montre, et que peut-être la vérité se cache dans un entre-deux, entre la vérité et le mensonge se cache peut-être la vraie vérité. Et une question qui du coup se pose naturellement, je pense, quand on regarde la série, c'est que le parallèle avec le peuple juif, là on va rester sur le peuple juif parce que c'est le plus simple pour nous occidentaux, mais encore une fois je pense qu'on peut le faire aussi avec les Noirs pendant la ségrégation, les Chinois pendant la Seconde Guerre, et ainsi de suite, mais restons là sur l'idée du peuple juif. On nous a montré que c'est donc les Eldiens, donc en soi ils sont les victimes, et donc ce sont les héros qu'on suit depuis le début, et on pense que leur cause est légitime dans les premières saisons, du coup, parce qu'en plus ils se font attaquer, tout démarre avec un coup de pied du colossal qui chamboule la vie des héros, et dans cette saison Eren en fait devient quand même sacré FDP, on va se le mentir, qui a quand même pété un boulon à tous les niveaux, qui en a plus rien à faire de briser la vie des autres, que ça soit les Eldiens prisonniers des Mars, que ça soit même de certains de ses propres connaissances, Rip Sacha encore une fois, et
Et du coup, on peut se poser la question à ce moment-là, qu'est-ce que veut nous dire la série ? C'est-à-dire que finalement, est-ce que les Juifs, le peuple juif serait méchant, pas méchant ? Donc est-ce que les Eldiens sont méchants, pas méchants ? Ce rapport constant entre qui est le gentil, qui est le méchant, est-ce qu'il vous pose un problème ? Ariane ? En fait, je pense surtout que là, on le piétine un peu. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu l'as dit, au début de la série, on était vraiment sur les héros, alors en particulier du bataillon d'exploration, mais de manière générale, les combattants contre les méchants titans qui venaient bouffer leur maman et ce genre de choses. Là, on est vraiment sur un rapport entre donc, les gentils et les méchants, si on veut, sur lequel on a un peu roulé, quoi. Il y a... Le fait de passer à Mar, par exemple, ça nous permet d'avoir un point de vue sur ces personnages-là qui est très différent. On a des flashbacks du passé de Rainer, Annie et Berthold. On a le drame personnel que vit Rainer aussi, qui est au bord du suicide et qui essaye à plusieurs reprises de sauter la vie, etc. Et du coup, c'est vrai que les personnages qu'on était censés détester au début de la série, maintenant on les déteste plus. En fait, ils nous rendent tristes et parce que eux-mêmes ils ont été victimes de ces idéologies-là, de ces combats de valeurs, cette espèce de lavage de cerveau, etc. C'est le cas de Zig aussi. Je reviens à la séquence de tout à l'heure, mais elle est dramatique cette séquence de quand il est gamin. Et alors que moi c'est un personnage que je détestais vraiment au début. Je le déteste toujours parce que c'est un sacré fils de pute. Je crois qu'on est nombreux à le détester à la base. Vu ce qu'il a fait, en tout moi, cas... je le déteste encore, mais c'est vrai qu'on a une réflexion différente sur leur passé. Ça nous permet de revenir sur ces personnages-là de façon un peu plus individuelle, un peu plus personnelle, etc. Et clairement, on a un rapport qui n'est pas inversé, parce que on a toujours les personnages de Darmin et de Mikasa, etc., qui, incarnent un peu encore certaines valeurs, mais clairement, Eren, maintenant, c'est un FDP, Rainer, miskin, donc... Donc tout est plus noir et blanc, contrairement aux toutes premières saisons. C'est un basculement qui a commencé avant la saison 4, mais là c'est fini, quoi. Guillaume. Ouais, en fait, je pense que on va en revenir à peu près aux mêmes idées qu'on avait dit précédemment. C'est que, en fait, le changement de paradigme, il est surtout incarné par le fait que, quand on a commencé SNK, on avait des lieux-dits et surtout des concepts des codes du shonen que l'on avait déjà intégrés et que l'on s'imaginait pouvoir tenir sur la durée de l'œuvre. En fait, c'est pas du tout le cas à partir du moment où en fait on a intégré ces concepts même dans l'œuvre. On a changé complètement de vision de ce que pouvaient être ces personnages-là. Et c'est pour ça que maintenant on considère des personnages qui étaient très typés shonen comme Eren au début de l'œuvre. Dans la saison 4, c'est le pire enfoiré, quoi. Et en fait, je trouve que là où la série est très forte, c'est que justement elle joue sur ses points de vue, parce que elle prend le temps à un moment clé de l'histoire de passer sur le point de vue d'un personnage que l'on déteste naturellement, parce que dans l'œuvre de fiction on l'a vu faire des choses atroces, mais en comprenant un petit peu ses motivations et pourquoi tout lui a amené en fait à cet état de fait, on s'attache un petit peu plus, et c'est des éternels recommencements, et c'est des concepts en fait qui sont essorés et qui sont retournés dans tous les sens pour que le lecteur soit perdu, et qu'à la fin ils disent vas-y, je give up, j'en peux plus, c'est tous des connards de toute façon dans cette série, j'en peux plus. Mais c'est le but, je pense, c'est de faire de renverser je sais pas le même concept, mais renverser la table de thé, on va dire, tu vois, et de faire changer d'avis constamment pour que tu sois perdu, et pour qu'au final tu te dis juste we live in a society, quoi. Tout soon, Guillaume, tout soon. Toi, tu le vois comme ça, parce que moi, je me disais que c'était peut-être une vision de l'auteur simplement en enlevant le plus possible le manichéisme par des retournements complets de situation. Le but, c'est justement peut-être d'enlever les façades en fait de ces différents personnages pour en y voir une réalité. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont quand même tous des grosses victimes en fait du système, de leur vie, des autres, mais la plupart des héros, qu'ils soient héros ou méchants, ils sont tous victimes à un moment ou à un autre, en fait. Mais bien sûr, en fait, il y a un cheminement qui leur a amené en fait à cet état de fait, mais ce cheminement il amène de toute façon à ce que au final t'as des personnages que tu adorais et que parfois tu adulais au début de l'œuvre, et qu'à la fin tu te rends compte que c'était pas du tout le cas. Et voilà, c'est le passage, c'est un peu le passage de l'enfance à
l'âge adulte, tu vois. C'est très, très bien choisi, surtout que en plus nos héros sont devenus grands, mais voilà. Armin reste le meilleur, lui, il est parfait. Alors, moi j'aime bien Jean, tu vois. Ah oui, Jean aussi, Jean le BG. Tu vois, il est globalement, c'est un peu notre gars sûr, quoi. Bah oui, c'est vrai que Jean, il est quand même antipathique au possible, mais il est toujours fidèle, quoi. C'est toujours fidèle au poste. Héloïse. Non, je pense que tu as employé le très bon mot qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire, Cédric, c'est le mot manichéen. Pour le coup, l'œuvre adore jouer avec cette notion de qu'est-ce qui est manichéen, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le résultat, c'est que ça ne l'est jamais. On commence cette saison 1 avec de pauvres victimes de titans, oh là là, les pauvres, et plus on avance, plus on se rend compte que y a pas de gentils, y a pas de méchants, comme tu l'as dit, il y a que des victimes. Même s'il y a quand même pas mal de méchants, finalement, il y a pas de gentils, mais il y a pas mal de méchants, c'est assez horrible parce que voilà, on s'attache, au final, on se rend compte que c'est une ordure, mais au final, on s'attache, en fait, c'est assez éprouvant quelquefois parce que ça met vraiment nos repères moraux à mal, parce que voilà, on adore tel personnage, mais d'un autre côté, c'est un peu un connard, il a fait un peu des choses horribles, qu'est-ce que je fais? Je continue de l'aimer, je l'aime pas? C'est assez compliqué et l'auteur adore jouer avec ça. Finalement, ça en fait vraiment une œuvre complexe. On n'est vraiment plus dans un shonen basique avec les gentils et les méchants. Tout est pourri et c'est assez ouf, quoi. Mais ce qui est aussi assez ouf, c'est que là, depuis le début, on parle de choses, moi je trouve très intéressantes sur les thèmes et l'histoire, mais tout ça c'est propre aussi à Hajime Isayama, donc c'est propre au manga, à l'auteur, mais là on parle aussi d'une série animée, et on n'a pas encore beaucoup parlé de l'animation, on va finir quand même sur ça, parler de l'animation. Moi mon petit point que je trouve intéressant, là où je trouve la grande force de cette saison 4, c'est que les premiers génériques, surtout Sasageyo et tout ça, c'était des génériques qui faisaient un aspect endoctrinant, mais positif, un truc militaire en mode on va au combat et c'est bien parce qu'on va sauver la nation. Le générique de cette saison-là, il est fait par Shinsei Kamata-chan et il est un endoctrinement très glauque, je trouve. Les images en plus viennent rajouter à ça. On voit les militaires parader. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être pendant le Troisième Reich. Et je trouve que c'est impressionnant comment une simple ambiance musicale sur le même concept, l'endoctrinement et le fait d'enjoyer les foules, en fait, ça peut complètement changer notre ressenti à l'intérieur de ce qu'on a de la série. Du coup, Ariane, toi, l'animation, qu'est-ce que tu en penses? Surtout que c'est plus le même studio. C'est effectivement plus le même studio. Les 3 saisons précédentes, elles avaient été produites par Wit Studio. Et là, on est passé du côté de Mappa, qui n'est pas un petit studio inconnu. Pas du tout. Il a notamment produit Yuri on Ice, Jujutsu Kaisen et bientôt Chainsaw Man. Et il a surtout été fondé par un mec qui vient de Madhouse, qui est le studio de Claymore, Hunter x Hunter, Death Note, etc. Un mec, le respect est mort. un mec, pardon, il s'appelle Masao Maruyama, très exactement. Je suis désolée, monsieur Maruyama. Il y a un cum, il a fait un studio, bon, ça va. Pardon, monsieur Maruyama. Ce changement de studio, il est quand même important, que ça soit pour l'animation, mais surtout pour les fans, parce que Wit Studio, ce qu'on dit pas souvent, c'est un studio qui a été créé pour l'Attaque des Titans. Et donc ça a fait un grand choc quand on a su que c'était pas eux qui revenaient pour cette 4e saison. Et donc toi, qu'est-ce que t'en penses? En fait, si tu veux, l'Attaque des Titans, c'est une série qui a notamment cartonné pour la qualité de son animation, donc forcément, ça a fait un peu du bruit quand cette 4e saison, qui du coup devait déjà être la dernière, on le savait, a été confiée à un autre studio avec en plus des délais qui étaient un peu compliqués à tenir, et il y a eu un gros backlash, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, comme d'hab, ça a râlé. D'un point de vue purement neutre et objectif, etc., ce qui se passe cette saison en termes d'animation, c'est notamment qu'on a droit à plus de CGI, donc des images de synthèse, à la place de dessins à la main. Ça se voit notamment du côté des Titans, il y en a déjà qui étaient un peu en CGI, mais là du coup il y en a plus. Il y a pas mal de scènes de combat, tout ce qui est utilisation d'équipements de manœuvres tridimensionnelles. Donc ça c'est pour comment ça se passe. Moi mon ressenti c'est que comme d'hab avec le backlash c'est souvent injuste. Je trouve que globalement l'animation elle est au rendez-vous. Alors effectivement elle est différente mais elle est au rendez-vous. Le manga est respecté aussi, hein. Franchement il y a des scènes, t'as l'impression de voir la même case mais colorée, donc voilà. Les combats sont stylés, sont impressionnants, quand ils utilisent leur équipement de manœuvre tridimensionnelle c'est assez ouf.
Moi, j'ai quelques regrets sur les dessins des personnages. Parfois, je trouve que... alors, ils ont un peu changé de look, hein, ils ont vieilli en plus, donc c'est normal, mais parfois, je trouve que, bon, tu les regardes et t'es un peu là, genre, ok, là, il est pas hyper quali, Jean, il a une tête un peu chelou, ou parfois, bon, c'est pas juste C'est Jean la qui barbe, s'en prend... ça, c'est la barbe. C'est pas forcément Jean qui s'en prend plein la gueule, hein, parfois c'est Mikasa qui a une drôle de tête. C'est la barbe aussi, c'est la barbe. C'est la barbe. Non, ça marche pas à chaque fois, bien essayé. Mais effectivement, ils ont un peu tous pris de la barbe, y compris ceux qui devraient pas le voir. mais du coup, ouais, parfois, il y a des personnages qui sont, enfin, je trouve pas hyper quali. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que quand t'as des personnages qui sont pas top du top 10 sur 10, c'est vraiment... C'est souvent sur les scènes de groupe où t'en as genre un qui est un peu moins bien et les autres sont ok, comme si on s'était un peu grouillé. Moi je mettrais plutôt ça sur le dos peut-être du fait qu'ils ont dû quand même bosser assez en speed, mais globalement mon impression c'est que quand même on passe un moment qui est pas dégueulasse quoi, donc on va peut-être se calmer, redescendre d'un ton et profiter. Héloïse. Non, je suis clairement d'accord avec Ariane. Il y a eu beaucoup de retours négatifs sur les réseaux quant à l'utilisation de la CGI. Bon, effectivement, il y a certains plans qui sont moches, surtout en scène d'action. C'est quand même assez dommage d'avoir des titans qui ont l'air d'être au ralenti. Donc ça peut casser un petit peu certaines scènes d'intensité. Mais après, je pense qu'il faut pas non plus être dans l'excès. Cette saison était quand même bien animée, que ce soit en termes de plans, de mise en scène ou même juste d'exécution d'animation. C'était plutôt correct. Moi, j'ai des souvenirs absolument horribles de Berserk ou de Hajin en CGI. On est clairement loin de ça avec cette saison-là. C'était plutôt correct. Bon, je pense pas non plus qu'on soit au niveau des premières saisons, mais ça restait totalement correct et à aucun moment ça m'a sorti de l'intrigue à cause de la qualité visuelle. Et Guillaume, pour finir. Ouais, non, moi ça m'a pas du tout marqué plus que ça, le changement visuel. Peut-être ça effectivement sur certains personnages qui... moi, ça m'a, qui au demeurant, je trouve le design ça va encore une fois. C'est peut-être plus dans les, plus dans le design des décors en fait, notamment des arrière-plans qui sont un petit peu moins soignés qu'à l'époque. Peut-être les traits au niveau du personnage des personnages qui sont un petit peu moins profonds, qui copient un petit peu plus le manga, notamment dans les premières saisons. Là, t'as moins ça, mais bon, ça m'a pas plus gêné. Je trouve que le travail est quand même super propre. Et puis pareil, hein, sur les animations en CGI, alors effectivement, sur 2-3 plans vite fait, peut-être que le titan. Peut-être que le titan de RN il est pas animé de manière ouf, mais globalement ça va, hein. Effectivement, quand on regarde des trucs comme Berserk, c'est autrement plus quali, mais il y a surtout une scène qui est extraordinaire je trouve, avec Levi qui justement va taper je sais plus quel titan, mais enfin bref c'est au tout début de la saison. Cette scène elle est extraordinaire et je crois qu'elle est faite en CGI à la main, et rien que pour ça en tout cas au début, c'est orgie visuelle, hein. Donc faut pas penser que la saison 4 elle a été mise de côté, en tout cas visuellement parlant. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez maboules visuellement parlant dans cette série, dans cette saison, et que la résumer juste à 2-3 plans de CGI ratés, je trouve que ça rend pas honneur à la série, clairement. Oui, je suis d'accord aussi. Merci à toutes et tous pour ce bilan, je trouve, plutôt complet de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Alors, je vais demander à Héloïse et Guillaume qui ne lisent pas le manga, quelles sont vos attentes pour ce finale ? Est-ce que vous avez des attentes en particulier ? Moi personnellement j'attends surtout d'être surpris. Je veux pas en fait la série a pris pour habitude de ne pas me donner ce que j'avais envie, donc et elle l'a plutôt bien fait, donc je veux juste un truc vraiment vraiment surprenant, et tant pis s'il faut faire mourir des personnages que j'aime bien, bah ça me plaira quand même, tu vois. Moi j'ai vraiment envie qu'on conclue tout ce qui a été commencé. Shingeki no Kyojin c'est vraiment le roi de la frustration, donc il y a beaucoup de choses pour l'instant qui ont été créées, beaucoup de personnages qui ont été mis en avant, donc j'ai envie que tout soit terminé et tout soit fini pour qu'on n'ait pas vraiment de questions en suspens, et idéalement une fin assez mémorable. Alors des premiers retours que j'ai eus, ça fait pas l'unanimité, donc c'est vrai que là je suis assez curieuse de savoir comment ça va se passer. Mais faut arrêter d'écouter les gens aller sur Twitter. Twitter n'est pas la vérité. Écoute, je dois te l'avouer, effectivement, le chip Connie Levi, c'est une réalité. Il faut falloir qu'on l'accepte. Ah, ça me fait plaisir.
Merci à toutes et tous. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4 ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en retour sur nos différents réseaux sociaux. Déjà, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, où nous allons prochainement, juste après la diffusion de cette critique, faire une émission le dimanche qui arrive sur l'attaque des Titans, mais toute l'attaque des Titans, manga, animé, film live, peut-être pas les films live, mais manga animé, clairement. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre Twitter pour suivre toute l'actu geek, pop et notre actualité à nous. Nous retrouver nos émissions sur YouTube et sur tous les réseaux Micro-Stockholm, bien entendu. Et vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord, ça ne paye pas de mine si vous avez envie de nous dire qu'on a dit trop de mal de RN ce BG et qu'on n'a pas assez parlé de Levi la soubrette. Clairement, vous avez le droit. Merci à tout le monde et j'ai envie de vous dire à la prochaine. Au revoir. Salut. Salut.